Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. On fait le tour de l'actu locale et nationale avec un invité pendant 30 minutes comme tous les dimanches. Et ce soir, je reçois Joséphine Colmans-Berger, maire de Plaisir. L'Hebdo Politique, Véronique de la Maisonneuve. Joséphine Colmans-Berger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes née le 21 mars 1950, vous avez 3 enfants, 3 fils. Après avoir été comédienne et metteur en scène pendant plus de 20 ans, vous avez 30 mises en scène à votre... c'est ça. Votre actif. Vous vous impliquez dans la vie politique depuis 2001. Vous avez d'abord organisé des formations pour les élus, puis vous êtes devenu élu vous-même. D'abord, évidemment, maire de Plaisir, ça c'était en 2012. Mais avant, vous aviez été adjointe au maire, déléguée à la culture et à la communication. Au sein du conseil départemental, vous êtes vice-présidente, déléguée à l'environnement, la culture et le tourisme. Et vous êtes également vice-présidente de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Avec vous, nous allons parler de démocratie participative, de culture, de tourisme et d'intercommunalité. L'Hebdo Politique sur Sensation. Alors pourquoi je parle de démocratie participative? Parce que le 20 octobre dernier, les élus communautaires se sont réunis pour mettre en place une instance consultative suite à l'intégration de 4 nouvelles communes de la communauté d'agglomération. Qu'est-ce que ça veut dire de laisser la place à cette instance consultative? Vous allez consulter les gens pour leur demander leur avis? Je considère que les élus, quand ils sont en place, doivent prendre leurs responsabilités. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, écouter, partager, c'est quelque chose qui est fondamental, certes, mais j'ai quand même la forte sensation que nous devons être à même de prendre nos responsabilités et prendre nos décisions. Donc, une instance consultative, c'est effectivement quelque chose qui peut être intéressant pour entendre et pour partager. Mais je pense que nous aurons le courage ensemble d'aller dans le sens que nous avons choisi et en connaissance de cause. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour pouvoir... Vous me posez un peu une colle. Je peux vous le dire. Je veux dire que c'était il y a pas très longtemps. Alors je vais poser autrement. En dehors de Parce que cette instance... je n'aime pas la langue de bois. D'accord. Donc voilà, j'aimerais vous C'est très répondre bien. de façon très claire. C'est très bien. Cette instance, elle a été mise en place à la suite de l'intégration, je crois, aussi, de ces 4 nouvelles communes. On arrive à 12 communes dans l'agglomération. 5 nouvelles communes. 5 sont communes, entrées. pardon. Oui. Est-ce que ça fait pas un peu trop? Est-ce que vous craignez pas un problème de gouvernance? Alors, c'est un peu atypique sur Saint-Quentin. D'abord parce que cette agglomération existe depuis une quarantaine d'années. Donc, il y avait un socle fort, historique, qui était présent. Les 5 nouvelles communes entrantes se sont retrouvées avec cet édifice déjà bien construit et avec aussi des personnalités fortes entrantes, avec un potentiel aussi très très riche, à la fois en développement économique et commercial. Je n'ai pas besoin de vous faire l'article de ce que nous amenons dans le panier de la mariée, Absolument. comme je dis Absolument. à chaque fois. Alors, il est clair que c'est pas simple. Je ne peux pas vous dire le contraire. C'est pas simple, non pas parce qu'on n'a pas les mêmes idées, parce qu'on n'a pas les mêmes envies, mais c'est compliqué dans la mesure où il faut apprendre à fonctionner ensemble. Et quand on parle, je dirais, de consultation, quand on parle de partage, c'est surtout, je pense, apprendre à travailler ensemble et se connaître. Moi, j'aimerais bien que, si vous voulez, on puisse engager une discussion par rapport au projet de territoire, parce que la gouvernance dont vous parlez, qui peut être complexe, pourquoi elle est complexe? Elle est complexe parce que dans un conseil d'administration, un conseil municipal, par exemple, c'est simple, les cartes sont claires, puisque vous avez des gens de droite, de gauche. Dans le cadre d'un conseil communautaire, normalement, vous avez des maires autour d'une table ou bien des adjoints qui doivent travailler ensemble en faisant fi, normalement, de tout ce qui est politique. Et ça me Et semble surtout de important. ne pas défendre que leur territoire, mais de voir global. C'est tout à fait ça. Et alors là, vous prêchez une convaincue. Quand je suis arrivée au sein de l'intercommunalité, j'ai très vite compris qu'il fallait avoir une double casquette et en tout cas, ne pas oublier la casquette qui était la casquette de l'intercommunalité. On ne pourra rien construire si ensemble, nous n'avons pas cette démarche qui est une démarche d'amélioration et de développement et d'ambition du territoire avec une vision intercommunale et non pas une vision de maire.
Et ça s'apprend. Ça prend du temps, c'est compliqué. Alors, vous me parliez de gouvernance. Je pense qu'il y a des gouvernances qui sont des évidences parce que il y a on ne peut pas dire qu'il y a une ville plus importante que les autres, puisque Montigny-le-Bretonneux, pour ne parler que d'elle avec le président, qui est M. Laugier, est une ville à peu près équivalente à celle de Plaisir. Donc, ce n'est pas vraiment sur ce contexte-là. Mais il est clair qu'à un moment donné, la gouvernance doit être une gouvernance basée sur projet et non pas basée sur la politique. C'est mon avis. Alors, qu'est-ce qu'apporte plaisir à l'agglomération et qu'est-ce que l'agglomération apporte à plaisir? Alors, si je vous parle en chiffres, aujourd'hui, on peut dire que Plaisir apporte 75% du développement commercial de l'intercommunalité. On le comprend quand on connaît, bien sûr. Quand vous connaissez, et encore, ça va se développer bien au-delà encore. Il y a encore 50 000 mètres carrés qui vont se construire avec de très gros projets. Mais ce qui est important de dire, c'est que ce n'est pas un cadeau à l'intercommunalité, c'est une contribution à un projet. J'y tiens beaucoup parce que Saint-Quentin-en-Yvelines nous apporte quoi? Vous me demandez ça. Je pense que Saint-Quentin nous apporte son expérience déjà d'une intercommunalité, mais je crois qu'on a tout à construire. Alors peut-être que je vais m'attirer les foudres de certains de mes collègues, mais je ne crois pas parce qu'on s'entend très bien. Mais pour dire que la façon de fonctionner de Saint-Quentin-en-Yvelines était d'une certaine façon basée sur une construction de ville nouvelle il y a une quarantaine d'années. Et aujourd'hui, nous sommes dans un contexte et un concept différent que nous devons véritablement reconstruire ensemble. Donc c'est compliqué pour les historiques et c'est compliqué pour les entrants. Donc nous devons véritablement nous serrer les coudes à 12 pour pouvoir créer quelque chose. Alors, vous parliez de Michel Laugier. Son arrivée a été un petit peu mouvementée. Il y a eu quelques tensions. Alors, vous étiez aux premières loges puisque vous étiez présidente par intérim. Est-ce que ça s'est calmé? Est-ce que vous avez compris qu'il y a eu quelques soucis à son arrivée? La gauche, notamment, disons-le, qui avait un petit peu critiqué son arrivée et sa façon de prendre le poste. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il y a eu une passation, bien sûr, de gauche à droite, hein, certes. L'arrivée, je dirais, de ceux qui étaient les opposants pose forcément interrogation, surtout comme on le disait ensemble, ça fait 40 ans que c'était en gouvernance de gauche, donc forcément il ne pouvait y avoir que des interrogations et peut-être voire des critiques que je n'ai pas entendues, je vous le dis. Mais il est clair que cette période de transition a été un petit peu complexe. Elle l'est un peu moins maintenant. Mais encore un même peu si... Je sens ça dans votre voix. elle l'est dans le sens où je crois qu'on n'a pas suffisamment encore mis sur la table la connaissance suffisante des uns et des autres autour d'un véritable projet. J'en ai l'ambition de le faire, très modestement, mais j'en ai l'ambition. J'ai toujours évoqué, dès le départ, ma volonté qu'il y ait autour de la table les 12 communes pour pouvoir travailler ensemble. Je ne peux pas concevoir que sur un territoire d'une agglomération, les maires ne soient pas tous partie prenante à la même hauteur pour pouvoir travailler sur un projet ambitieux d'avenir. Alors, quel projet vous avez amené à cette communauté de communes que vous aimeriez voir éclore dans les prochaines années, justement? Si c'est un projet, je dirais séquentiel, je n'ai rien amené de particulier. J'ai amené par contre une demande ferme, qui était ce fameux projet de territoire qui démarre aujourd'hui. D'ailleurs, il va y avoir une grande manifestation le 28 novembre, sous la houlette de monsieur Bédier, du département président et de Valérie Pécresse, présidente de la région. C'est pour dire l'enjeu et l'intérêt qu'ils y apportent. Les projets aujourd'hui, il y en a beaucoup, énormément. Les urgences, alors, on va dire. Alors, les urgences aujourd'hui, vous êtes bien dotés, nous sommes bien dotés sur l'agglomération. On ne peut pas dire qu'on est dans des difficultés très importantes. Aujourd'hui, c'est les transports qui nous posent un peu souci, on va dire. On voudrait une véritable amélioration sur les transports. Mais c'est la même chose. Je rejoins encore une fois mon discours du globalisant. On ne peut pas aujourd'hui se positionner uniquement sur des projets séquencés ou individualisés sur une commune ou sur une autre. Il n'y a pas d'urgence particulière, hormis peut-être certaines urgences de sécurité sur certains territoires. Et nous avons l'enjeu véritablement de les accompagner. Et je crois
véritablement que seule une feuille de route globale, choisie à 12 nous permettra de prioriser les projets d'urgence dont vous parlez et que nous serons à même de porter. Alors, on parlait de tension dans la majorité de Saint-Quentin. Il y en a une petite aussi dans votre majorité municipale. Il y a quelques mois, vous avez écarté 2 adjointes qui sont, d'après vous, désolidarisées de la majorité. Est-ce que ce n'était pas un peu disproportionné? Ça a un petit peu surpris les habitants Le de plaisir? votre ville de Plaisir, oui. Non, je ne crois pas que ça les ait surpris, parce que les explications que j'ai pu leur donner allaient dans ce que l'on reproche aujourd'hui aux élus. On reproche aujourd'hui aux élus de ne pas être dans une droiture. Quand on est dans une équipe politique, alors là je parle véritablement de politique et pas d'agglomération, Mhm. on choisit, on choisit des orientations, on a des valeurs. Et en règle générale, les décisions sont prises de façon très démocratique, à l'unanimité. Quand une décision est prise, surtout quand elle a affaire à une situation qui est une situation financière et qui touche à la fiscalité, et qu'après moult discussions et prises de décision, des personnes se désolidarisent, je pense que l'élégance voudrait qu'on ne reste pas dans l'équipe parce qu'on n'est pas dans la lignée des décisions qui ont été prises par la majorité. Aujourd'hui, on reproche aux politiques de ne pas avoir de courage, on leur reproche de ne pas être droit, de ne pas être authentique, de ne pas dire la vérité. Moi, je considère que quand je choisis une équipe autour de moi, je n'impose pas les choses, je les propose, nous les décidons. Quand elles sont décidées, on doit, d'un commun accord, y aller. Et là, ça n'a pas été le cas. Et donc, je ne peux pas admettre que des personnes qui ont des postes importants en tant qu'adjoints puissent décider au sein d'un conseil municipal avec l'opposition en place. Une décision qui a été prise par la majorité. Je pense qu'ils n'ont plus de leur place dans la majorité. On a reçu il y a quelques temps Monsieur Richard qui nous parlait de cette augmentation marquante de la taxe foncière au niveau du département. Vous aussi, comme beaucoup de villes des Yvelines, vous avez été obligés donc d'augmenter vos impôts. Est-ce que c'est compliqué à faire quand on est élu en se disant, pour la vie quotidienne de nos administrés, ça va être difficile? C'est très difficile. Je dis toujours... il n'y avait pas d'autres solutions? Je ne pense pas. Je crois que le bon sens a été la base même de la réflexion au niveau du département. Donc, en ayant la double casquette, même en étant au département, je sais pertinemment les difficultés qui se présentaient à nous au niveau départemental. Au niveau de la ville, ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne se lève pas un matin en se disant tiens, qu'est-ce que je peux faire pour embêter les habitants? Je vais augmenter les impôts. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Vous en doutez bien. Depuis 4 ans où les baisses de dotation sont importantes, je ne vais pas vous refaire le discours, vous connaissez aussi bien que moi. De l'État, les dotations de l'État, bien sûr, qui ont été trop rapides et trop violentes. Moi, je le dis toujours, on est là pour accompagner, bien sûr, les difficultés de l'État et pourquoi pas, nous aussi, balayer devant notre porte. Mais ça a été très violent et très rapide. Donc, nous aussi, on a dû faire énormément d'efforts d'économie. Et en quelques années, on s'est retrouvé véritablement avec des économies très substantielles, mais qui n'ont pas suffi. Donc, en 20 ans, puisque je vous le dis, nous n'avons pas augmenté les impôts et la fiscalité à plaisir depuis 20 années, depuis 2001, et jusqu'en 2020, nous ne ferons aucune autre augmentation. C'était ma deuxième question, donc là, vous nous le dites, il n'y aura pas d'autres augmentations. Ah non. Nous avons fait une augmentation de 6,4%, 5%. Vous voyez, c'est 6,5%. C'est vraiment à minima sur 20 ans, quand vous regardez sur la durée. Maintenant, au niveau départemental, c'est beaucoup plus important, mais M. Bédier s'est engagé à revenir sur cette décision si les choses allaient mieux. On continue cette discussion en parlant un peu plus maintenant de local. L'hebdo politique. Alors, il y a quelques temps, il y avait des gens du voyage qui se sont installés sur le parking de votre cimetière. Vous avez fait appel au préfet pour que cette situation cesse. Je connais votre réponse, mais je vous la pose quand même. On est là pour faire l'avocat du diable. Est-ce que c'était ces personnes qui vous gênaient ou l'emplacement qu'ils avaient choisi? L'emplacement, évidemment. Moi, j'ai rien contre les gens du voyage. D'ailleurs, nous avons construit une aire des gens du voyage à plaisir, qui est le long de la Nationale 12, qui maintenant est en gestion de compétences de 50 ans en Yvelines, mais que la ville de Plaisir a porté véritablement dans ses investissements. Donc, ce n'est pas du tout le propos, c'est surtout, je dirais, le choc
des Plaisirois de voir à l'intérieur du cimetière, parce qu'ils sont vraiment rentrés dans l'enceinte, l'installation de plus de 40, 50 caravanes. Donc j'ai rencontré les personnes avec qui j'ai eu une discussion très claire, très nette, pour leur faire comprendre je dirais, cette ambiguïté de positionnement et qu'ils ont tout à fait compris et ils ont respecté, puisqu'au bout d'une semaine, ils sont partis. Mais j'ai quand même fait appel au préfet. La Avec la problématique. banderole, hein, on précise. Ah, Avec tout le... ouais, complètement, ouais. oui, oui, oui. Ah non, mais je suis pas du genre Pas à à me moitié. laisser impressionner. Donc, j'avais prévenu le préfet, j'avais dit, monsieur le préfet, je vais mettre une banderole, je vous appelle pour que vous veniez nous aider. La problématique, c'est que nous étions déjà dans l'intercommunalité et que le fait que nous ayons, bien sûr, une aire des gens du voyage ne suffisait pas, puisque ils prennent en considération l'ensemble de l'agglomération et il faut 49 places sur l'agglomération que nous n'avons pas. Donc, monsieur le préfet n'a pas pu intervenir. Je ne lui en veux pas, mais il était quand même important qu'il sache qu'aujourd'hui, on est dans une forme d'aberration, surtout quand la ville a mis en place une aire des gens du voyage. Donc, on essaye toujours maintenant de trouver des possibilités, des négociations avec eux pour leur trouver des emplacements possibles. Mais bon, c'est toujours très compliqué. Vous savez, les habitants ont beaucoup de mal parce qu'il y a une espèce de crainte aujourd'hui qui se met en place. Et puis, ça perturbe leur quotidien. Et je peux vous dire que les habitants aujourd'hui ont véritablement un besoin de se sentir protégés, un besoin de se sentir sereins. On sent une tension latente, permanente. Et il faut qu'on soit vigilant. J'imagine que vous voulez parler, en tout cas moi j'en parle des migrants, puisque Oui, dans les Yvelines, ils ont été accueillis dans certains oui, coins. Ça a fait peur à certains élus qui ont bien sûr. manifesté, ça a fait peur aussi à certains habitants. Comment vous, est-ce que d'abord vous craignez, vous, que ça vienne jusqu'à chez vous? Et comment est-ce qu'on peut expliquer que malgré tout, il faut que la France accueille les gens et qu'il faut être ouvert? Je pense que c'est ce que vous ressentez également. Vous me posez la question, comment est-ce que vous craignez ça? C'est pas le verbe que j'emploierais. J'y réfléchis parce que ça peut se présenter. Oui. Ça veut dire qu'il faut anticiper, il faut y réfléchir. Ça ne veut pas dire que j'ouvre la porte d'une façon inconsidérée et je pense qu'il faut les accueillir quand on le peut, avec respect et avec possibilité en tout cas. On ne peut pas les parquer comme on parquerait des animaux. J'ai énormément de respect pour cette difficulté humaine. Nous savons pertinemment que dans les années qui viennent, il va falloir que nous prenions le sujet véritablement à bras-le-corps. On aura chacun notre part de responsabilité. Et aujourd'hui, les villes ne peuvent pas, je dirais, monter des murs en disant chez nous, c'est impossible. Je crois qu'on a tous peut-être la possibilité d'en accueillir quelques-uns. Et c'est encore quelque chose qu'il faut réfléchir de façon collective et non pas individuelle, par commune. Là, sur l'agglomération, il va falloir peut-être qu'on ait une réflexion globale sur les possibilités que nous pourrions avoir pour, d'abord, ne pas perturber l'ensemble de la population, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est problématique au niveau de la compréhension, et nous devons prendre nos responsabilités quand même pour en être conscients. L'immigration, c'est pas quelque chose de nouveau en France, hein, c'est quelque chose que tout le monde plus ou moins a connu dans les décennies passées. Moi-même, je suis une immigrée, j'ai un nom Colmansberger, mais je m'appelle Marzia Gori Giuseppina, je suis italienne et j'ai débarqué avec mes parents. J'étais très jeune, je ne parlais pas français. Mes parents, les Rital à l'époque, c'était pas du tout sympathique, hein, je peux vous dire. Aujourd'hui, ça fait chic, hein. Moi, quand je dis que je suis de Florence, tout le monde me dit que c'est très bien. Mais à l'époque, D'ici, c'était pas le cas. Voilà, voilà. exactement. Donc, pour vous dire que il y a eu des intégrations difficiles, compliquées, et il va falloir le faire avec. Sauf que politiquement, maintenant, c'est de plus en plus récupéré. En tout cas, ça entre de plus en plus dans Oui, le discours politique de certaines personnes et dans le débat politique aussi. oui. Oui, ça rentre dans le débat parce que euh, j'ai un peu peur qu'on prenne ça un peu comme, je dirais, ou comme une défense ou bien comme un drapeau. C'est toujours un petit peu excessif, c'est toujours un peu binaire cette analyse. C'est ou tout contre ou tout pour. C'est plus que ça. Il faut traiter ça peut-être à la base. Moi, j'ai pas du tout, je dirais, les connaissances suffisantes pour dire ce qu'il faut faire à l'étranger. Beaucoup de gens disent on devrait traiter le sujet par rapport, bien sûr, à l'international, par rapport aux pays émergents qu'il va falloir aider, qu'on aurait dû aider. En tout cas, on l'a pas fait, on les a pas aidés. On est très en retard là-dessus. Donc aujourd'hui, on est confronté à une vraie situation. Essayons de positiver aussi certaines choses. Voyons, faisons une étude claire, précise de ce que l'on peut faire et de ce que l'on peut leur offrir.
Et je me permets de le dire, soyons un peu égoïstes. Vous savez, ce sont des gens qui peuvent nous apporter aussi beaucoup de choses. Chez les migrants, chez les réfugiés, il y a des personnes qui ont un apport potentiel pour aussi notre économie et notre vie. Donc, je ne dis pas qu'il faut ouvrir les portes, mais en tout cas, il faut regarder ça avec un petit peu plus d'humanité, d'intelligence et puis de bon sens. Parlons de choses un petit peu plus légères. Les championnats d'Europe de cyclisme sur piste se sont déroulés il n'y a pas longtemps au Vélodrome de Saint-Quentin. Des milliers de spectateurs y ont assisté. C'est une aubaine pour le tourisme local et pour vous qui êtes chargé notamment du tourisme dans le département. Tout événement national, international est une aubaine. Ça donne un coup de projecteur important sur l'agglomération et sur le département. On a la chance d'avoir des pépites importantes. Le Vélodrome en est une. Il faut Qui va savoir en peut-être en profiter. plus, pardon, qui va Je vous en peut-être en prie. plus être sur les feux des projecteurs si Paris a les JO. Complètement, et on espère et on fait tout pour, hein, ça D'accord. je vous le garantis. On fait vraiment tout pour parce que on a cette chance-là, hein. Le Vélodrome a été construit, maintenant il faut véritablement que ça apporte quelque chose. Et au niveau du département des Yvelines, pour parler du tourisme, pour en dire quelques mots, on a aujourd'hui un véritable besoin de développement touristique. Les Yvelines ne peuvent pas rester uniquement le poumon vert de la région parisienne. On a bien sûr Versailles, incontournable Versailles, mais on a beaucoup d'autres choses. Et aujourd'hui, avec le département, nous souhaitons aussi avoir une action sur le développement économique du tourisme et non pas uniquement une information sur le tourisme, mais bien sûr une action auprès des partenaires, que ce soit les hôteliers, les restaurateurs, pour pouvoir les accompagner. Et on est un petit peu plus dans l'accompagnement aussi par rapport à tout ce qui est investissement. Donc on sera là pour ça. Et pour revenir très rapidement à Saint-Quentin, oui, on a bien sûr l'ambition d'avoir les JO chez nous et on en parle déjà beaucoup avec des actions fortes et des mises en place d'accueil pour tout cela. Malgré tout, ça a été un été un peu morose au niveau du tourisme dans les Yvelines, à cause du temps et puis à cause évidemment des événements, Tragique. ouais, tragiques et des attentats. Grosse baisse hein, par rapport à d'habitude, notamment aussi au château de Versailles qui n'avait pas connu ça depuis longtemps. Comment est-ce qu'on fait revenir des gens dans les points touristiques du département? 30% de perte. Ouais, des Yvelinois et des Français et des étrangers, hein. Oui, on a eu 30% de pertes sur Paris, on a entendu les chiffres, hein. Mm. Sur les Yvelines, c'était à peu près similaire par rapport au château de Versailles, peut-être un petit peu moins quand même. Comment on les fait revenir? La, la difficulté, elle n'est pas uniquement au niveau du tourisme, hein, elle est dans cette sécurité et dans cette ambiance générale que les étrangers ressentent aujourd'hui. Je pense que le gouvernement a sa part, je dirais, de responsabilité, hein. Quand je dis ça, c'est dans le sens de rassurer aussi par rapport à l'encadrement, par rapport à tout ce qui est fait pour protéger Et ça n'a pas été la fait. population. Ça a été fait en partie, ça n'est pas suffisamment ressenti, je pense. Je pense qu'on est encore sous le coup de ce qui s'est passé. C'est pas encore, les plaies ne sont pas guéries. Il faut dire que quand on voit des manifestations autour, comme on fait les policiers récemment, ça ne peut pas rassurer les étrangers. Quand l'État perd, je dirais, un peu le contrôle par rapport à sa L'autorité. police et l'autorité, ça devient très angoissant. Donc, l'État a sa part de responsabilité. En ce qui nous concerne aussi, nous avons notre part de responsabilité de valorisation de nos espaces. Mais je crois qu'aujourd'hui, tout est positionné au niveau, je dirais, de cette fragilité de sécurité qui est aujourd'hui la France, malheureusement. Il y a un autre sujet qui vous passionne, je le disais, puisque vous avez été longtemps comédienne et metteur en scène, et puis parce que vous vous occupez de la culture. Il y a depuis lundi, enfin lundi dernier, cette maison à Saint-Rémy-les-Chevreuses qui a été Oui. voilà, inaugurée, le musée de Raymond DeVos. Qu'est-ce que cet artiste peut nous dire de notre vie de maintenant, et qu'est-ce que ce musée peut apporter aux Yvelines, au département? Alors Raymond DeVos, pour moi, c'est à la fois la finesse, l'intelligence, l'humour, l'humain, vraiment dans toute sa fragilité qu'était Raymond DeVos. Cette maison, ce petit musée est sa maison, la maison Mm. où il habitait, et c'est lui qui a demandé, puisque ça n'a pas coûté un seul centime à qui que ce soit, c'est lui-même qui a créé et qui a demandé qu'une fondation s'occupe de cette mise en place.
Et quand on la visite, on y retrouve son âme. Donc je tenais à féliciter cette fondation qui avait travaillé autour de cette maison, juste pour un petit clin d'œil, en disant que quand on rentre là-dedans, on retrouve la poésie, on retrouve ce côté humaniste qu'avait Raymond Devos. Je crois que c'est quelqu'un qui a véritablement sa place aujourd'hui et qu'on devrait redécouvrir. D'ailleurs, quand on évoquait sur place l'autre jour, même avec Madame la ministre ou Madame Valérie Pécresse et les artistes qui étaient présents, il y en avait beaucoup, quand on a évoqué le fait que qui pourrait venir visiter, on parlait beaucoup de seniors, et je trouve que c'est dommage. Il faut absolument que les jeunes redécouvrent le discours, cette poésie qu'avait Raymond Devos. On en a besoin aujourd'hui de cette légèreté, mais une légèreté intelligente, une légèreté construite, une légèreté des mots, et qui est nécessaire aujourd'hui dans la langue française. Et qu'on n'a plus. On n'a pas ce type de comédien, d'humoriste, ou de comédienne ou d'humoriste en ce moment. On en a quelques-uns. François Morel était présent l'autre jour et je trouve qu'il fait partie un petit peu de cette tendresse-là avec cette finesse des mots et cette recherche des textes qui est quand même aujourd'hui passionnante. Je dirais qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup sur l'émotion. Plus que sur les mots, plus que sur la littérature. On est plus dans cette rapidité de notre vie d'aujourd'hui et donc on est dans du zapping et donc les mots ont moins leur place, moins d'installation, on va vite, tout va vite. Alors je ne dis pas que c'est pas bien, moi je passe des moments extraordinaires au théâtre, je vais voir des spectacles qui me charment et qui me détendent beaucoup et qui me font rire, mais j'ai moins l'impression d'être traversée par des, je dirais par des profondeurs vraiment de réflexion. J'ai peut-être moins le temps aussi d'aller au spectacle, donc je loupe peut-être beaucoup de choses, hein, vous m'en pardonnerez. Mais c'est peut-être cette sensation-là. Ou alors, peut-être que la politique m'a un peu durcie et que je suis peut-être moins à même de la sentir. Vous me tendez une perche pour la dernière question. On l'a compris, vous avez un parcours atypique par rapport aux hommes politiques habituels ou ceux qu'on reçoit ici. Mais quand même, vous vous y sentez comme un poisson dans l'eau. Est-ce que ça veut dire que la politique, c'est du théâtre aussi? Je m'attendais à ça. C'est pas la première fois qu'on doit vous poser la question. Non, pas du tout. Non, mais ça aide. En tout cas, ça aide dans le discours, ça aide dans le verbal, ça aide aussi dans le relationnel, parce qu'on apprend beaucoup quand on est metteur en scène et comédienne. On apprend aussi les finesses des expressions, les finesses du regard, les finesses de la posture. On apprend beaucoup de choses et ça aide, mais pas du tout de façon calculée, de façon assez naturelle. Et puis, cette recherche, je dirais, du beau, cette recherche d'apporter du bien-être aux autres, ça fait aussi partie de la politique quand on veut véritablement bien faire ce job-là. Permettez-moi ce mot un petit peu comme ça. Ouais. Parce que je crois que quand on vient en politique tardivement, comme moi je suis venue, avec mes bagages qui sont très divers et variés, puisque je vous ai un petit peu raconté mon parcours, eh bien je crois qu'on apporte peut-être quelque chose. Si en plus on le fait pour l'intérêt général, véritablement, sans rien attendre devant, parce que ma carrière est plutôt derrière, il faut être clair, hein, n'est-ce pas? Je n'ai pas 40 ans. Eh bien, je crois qu'on est là vraiment pour les bonnes choses, et c'est ce que je veux faire. Mais vous pouvez aussi faire peur aux autres politiques qui ont un parcours tout à fait tracé. Ce qui d'ailleurs commence un petit peu à poser question auprès des Français qui, eux, veulent un peu des gens nouveaux. Donc voilà, est-ce que le contact et le travail avec ces gens-là n'a pas été un peu compliqué, justement? Si. Si, un peu compliqué, bien sûr, on perturbe toujours. On est femme, c'est déjà pas simple, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Donc il y a déjà ça, et puis effectivement le fait que je me sens jeune, moi, au niveau de cette politique et de ces politiciens. Donc j'ai peut-être une démarche différente, je dis pas qu'elle est meilleure, je dis qu'elle est différente. Et c'est pas si évident que ça. Je vais vous donner un scoop. À partir de l'année prochaine, je travaille et je vais me lancer très sérieusement sur l'égalité homme-femme. Alors c'est pas nouveau, il y en a beaucoup qui s'y mettent, mais je vais commencer à travailler là-dessus dans ma collectivité. Par rapport aux agents de la collectivité. Et ensuite, je travaillerai, si M. Logier en est d'accord, aussi sur le projet de territoire et au niveau des agents, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est une véritable démarche et j'ai véritablement envie que la nouvelle génération de femmes se sente beaucoup plus à l'aise, pas uniquement pour une histoire de salaire, mais aussi de positionnement, parce que je crois qu'on est encore trop modeste et il faut qu'on prenne nos places. Eh bien, écoutez, je vous ferai un plaisir de vous réinviter pour parler de ça, avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce soir, Joséphine Coleman-Berger. C'est la fin de cette hebdo politique. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain. L'hebdo politique sur Sensation.